Non, c'est en train de lancer. Okay. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 4e visioconférence dans le cadre du Festival Souvrier BD. On est là aujourd'hui pour parler de la bande dessinée jeunesse, notamment des bêtises et des tracas dans les œuvres de Loïc Clément, Bernadette Després, ici Charignon dans son petit cartouche, et Charlotte Mounblick. Donc moi je suis Gaëlle, je suis libraire depuis une vingtaine d'années. Vous pouvez me croiser actuellement dans les rayons de la librairie BD Fugue Café à Annecy. Et je suis également vice-présidente de l'association Souvrier BD. J'agis en tant que programmatrice notamment, et je suis aussi aux manettes des animations. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis plus que honorée, flattée de recevoir 3 personnes pour lesquelles j'ai vraiment une estime profonde. Et je trouve que vous allez tous les 3 très bien ensemble. Je suis ravie de pouvoir vous confronter. Je pense qu'on va passer un bon moment. Voilà. Et surtout, je remercie aussi l'équipe de Souvrier BD. J'allais dire et faire un lapsus comme si c'était mes 15 enfants. Voilà, parce que ça n'a pas été facile de renouveler ce festival, de lui donner une autre forme. C'était plus simple d'abandonner. On a déjà dû annuler l'année dernière à 3 semaines, je pense, de l'ouverture du festival. Donc, ça a été un premier coup dur en 2020. Et puis là, on se retrouve dans la même situation en 2021, alors que les programmes étaient bouclés. Et voilà, donc on n'a pas eu envie de laisser tomber. Et on a vraiment tenu à proposer quelque chose quand même à nos fidèles habitués voilà, parce que le festival est un tout petit festival, mais qui a une fréquentation à la hausse tous les ans, et puis voilà, des visiteurs contents, une équipe heureuse aussi, et généralement des invités aussi heureux, donc on n'a pas voulu laisser tomber. Donc on n'est peut-être pas super habile en visioconférence, mais en tout cas, c'était important pour nous de continuer à entretenir ce lien entre les auteurs, les éditeurs, les libraires et puis les festivaliers, parce que voilà, tous vos livres nous transmettent beaucoup d'émotions, et on avait vraiment envie qu'il y ait quelque chose quand même cette année. Voilà. Alors pour vous présenter brièvement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur chacun d'entre vous, Bernadette, tu es principalement connue pour être l'illustratrice de la série Tom Tom et Nana, sur laquelle tu as travaillé pendant plus de 4 ans en compagnie Jacqueline Cohen et Evelyne Reberg, et aussi une coloriste, sauf si je dis des bêtises. Et puis d'autres, puisque oui, ça s'est continué après tout plein d'autres. Et on va projeter quelques images que nous a fait parvenir, alors notamment une que je trouve très chouette, qui est une réponse que tu as faite à Élise, qui te demandait, je crois, ce que c'était ton travail. Est-ce que tu veux nous commenter un petit peu cette image ? Oh bon, très bien, super. Bon, c'est moi qui suis en haut à gauche, là. Ça va? On reconnaît? On te reconnaît carrément. Bon, ouf. Avec des rides et tout ce qu'il faut, là. Bon, et voilà, ce que je montre souvent aux enfants et ce que j'explique bien, ce sont mes premiers dessins quand j'étais en 6e, 5e. Et vous voyez, c'est un petit bonhomme qui veut monter la montagne. Évidemment, aujourd'hui, si je dessine Tom Tom, c'est pas aussi raide. Hein. C'est pas très vivant, quoi. J'étais donc pas très fière. C'est ça que j'aime beaucoup raconter. J'étais pas très fière de ce que je faisais. Mais alors, du coup, j'ai appris à copier. Parce que tout ça, c'est du copiage. Pour apprendre. En fait, j'en étais encore à l'âge où je voulais apprendre à dessiner, quoi. Et alors, donc, il faut aussi savoir copier. Voilà. Tu étais déjà bien habile, hein? Comment? Tu étais habile quand même, hein? Oui, on est habile en sachant copier, ça, c'est sûr. Hein. En plus, c'est dommage que je ne montre pas aujourd'hui, d'ailleurs, comment j'ai dessiné cette poésie de La Fontaine. Bon, enfin, voilà, allez, on ne raconte pas plus. Et donc, la poésie de La Fontaine, c'est l'image qui est en dessous de toi, c'est ça? Quoi? La poésie de La Fontaine dont tu parles, est-ce que c'est l'image qui est en dessous de toi sur le dessin? Oui. À ce moment-là, hein, montrer que le pauvre
Zut, Héron, c'est un héron, non? oui, le héron, il arrive très bien. Il se venge, dans cette histoire, il se venge du renard, non? De quoi? Alors là, tu m'en demandes trop. Hein. Là, Mais Ouais, moi, c'est pareil. Je connais plus La Fontaine sur le bout des doigts. Hein. Mais voilà, pour l'embêter, le renard, on lui donne pour qu'il puisse manger, parce qu'en fait, elle se venge de lui, parce qu'il a vraiment cassé les pieds. Hein. C'est un menteur, quoi. Bon, c'est un trompeur. Alors, tu m'as fait passer. Bon, ça, c'est le copiage. Et alors après, quand j'ai eu 17 ans en première, là, ça c'est très important, vous voyez, j'ai pu dessiner des adultes. Bizarre, parce que ça ne m'est pas resté de dessiner des adultes. Hein. Hop, enfant, ici, à 24 ans. Allez, enfant. C'est ma première histoire, celle-là. D'accord. Voilà, j'étais restée chez mes parents. Après les 4 ans d'école, dans une école parisienne pour jeunes filles bien élevées, soi-disant. Hein, je faisais partie des jeunes filles bien élevées. Et j'étais très intimidée, quelqu'un qui était très timide. Et donc, avec cette petite fille, j'ai essayé de bousculer un peu. Quand on invente des histoires, ben, on a quelque chose d'intérieur qu'on ressort sans faire vraiment exprès. Hein. Parce que j'ai montré que cette petite fille, elle a peur de rien. Vous voyez, elle s'assied sur le trottoir, elle s'en fout complètement. Normalement, il y a un policier qui la regarde là. Et pour dire en même temps que les adultes m'intimidaient beaucoup. Alors, c'est très joli, les histoires qu'on dessine en première, mais moi, je n'ai pas pu continuer ce genre de choses. Il fallait que je m'adresse à des petits-enfants. Bon, ça vous va? Ça, justement, on en parlera tout à l'heure de ton lectorat. Et tu nous as fait passer aussi une petite bande dessinée qui est parue dans Pomme d'Api en 1970 et qui s'appelle Patapouf. Oui, très bien. Où là, ça n'a pas l'air d'être les Fables de La Fontaine, même s'il y a quand même un éléphant, donc ça pourrait. C'est Pomme d'Api qui m'avait demandé de dessiner cette petite bande dessinée. C'est pour ça que comme j'ai fait une petite bande dessinée, là, avec cette petite fille insupportable d'ailleurs, parce que en fait, moi j'aimais, au fond, c'est un peu mortel Adèle, cette petite fille-là. Et qu'est-ce que je dis? Comme Bayard a vu que effectivement j'étais capable de faire des bandes dessinées, même si c'est, enfin comme ça, quoi. C'est pour ça que quand ils ont créé J'aime lire, eh bien, ils m'ont demandé si je voulais pas faire une bande dessinée. Voilà. Et ben voilà, c'était lancé. Bien sûr, bien sûr. Voilà la suite de l'histoire. Et alors, évidemment, l'éléphant se venge un peu de cette petite fille qui n'est pas gentille du tout. Ok. Bon. Loïc, on va passer à toi. Quoi? Alors, je disais, Loïc, on va passer à toi. Oui. Alors, toi, tu es scénariste de bande dessinée, entre autres, mais aujourd'hui, on est surtout là pour parler de cette fonction. Tu aurais pu être illustrateur aussi, hein, si tu avais un peu poussé. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Bah, j'adore dessiner. Hein. Donc ça, c'est des dessins que tu m'as fait passer, qui représentent le fameux Snoopy de la série Peanuts alors le nom est imprononçable, Charles Schulz. Voilà, mais j'ai pas trop dérapé, hein. Pas mal, hein. Tu sais que j'ai hésité à le dire. Hein. Je me suis dit, je vais riper sur le nom. Moi, je les trouve très bien, ces petits dessins. Et d'ailleurs, j'ai là, pour le coup, j'ai 5 ans, en fait. C'est ça qui est... Ah bah alors J'ai 5 ans quand je fais ça. Et c'est quand même... Alors, il a fait ça à quel âge? 5 ans. 5 ans. Quoi? Ah, oui, 5 ans. À 5 ans? Oh. Bravo. Bah ouais, fallait. Tu vois, tu avais peut-être un autre destin. Oui, en effet, le personnage se ressemble un peu partout. Hein. Ah non, bah vraiment très bien. Moi, je faisais des Snoopy, mais ils n'avaient pas du tout la même allure. Mais je copiais, hein. Comme disait Bernadette, copier, c'est facile. Oui, on voit bien que c'est un peu copié. Hein. Ah, en fait, j'ai invité une bande de copieurs ce soir. C'est du propre. Voilà. Ah, il faut commencer comme ça. Hein. Oui, il faut commencer quelque part. Et donc, du coup, pour présenter rapidement tes bandes dessinées, parce qu'on va en parler pendant un petit moment là. Bon, j'en ai choisi quelques-unes. Donc, on va parler de Miss Charity,
donc illustré par Anne Montel, publié chez Rue de Sèvres, avec une petite sélection quand même pour Angoulême cette année, ce qui tient, je tiens quand même à le souligner, parce que toutes les bandes dessinées ne sont pas sélectionnées à Angoulême. Tu es aussi le scénariste du Temps des Mitaines, publié chez Dargaud. 3 volumes pour le moment, avec Anne Montel également. Et l'autre collection qui te tient beaucoup à cœur est publiée par Delcourt. Elle est regroupée sous une collection rien qu'à toi qui s'appelle Les Contes des Cœurs perdus. Alors là, c'est une image sur laquelle il y a 4 titres de présentés, mais depuis, la collection s'est étoffée. Donc, on voit là Jeannot, Chaussette, Le voleur de soie et Chaque jour Dracula, tous illustrés par un artiste différent. On aura le temps d'en parler plus tard. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette brève présentation? Non, c'est très bien. C'était parfait. Bon. Voilà. On se les procure. Hein. Ah bah oui, là, Bernadette t'es lancée maintenant. Hein. Oui, je suis un peu lancée. Là. Charlotte, tu es éditrice chez Rue de Sèvres depuis le lancement de la maison d'édition en 2013. Tu as travaillé avant chez notamment, alors je crois, Bayard Père Castor, École des loisirs. Et tu es alors, également... pas École des loisirs, en fait, Rue de Sèvres est dans l'École des loisirs, mais en fait, je suis éditrice depuis la naissance de Rue de Sèvres. Je suis graphiste au départ et j'ai aussi dessiné et beaucoup copié, mais je n'ai rien envoyé. Je ne savais pas qu'il fallait envoyer. Il fallait envoyer ta copie. Des œuvres copiées. Et en fait, moi, je suis graphiste et je suis également donc directrice artistique pour Rue de Sèvres. Et je suis devenue éditrice au lancement de Rue de Sèvres, en fait. Tout à fait. Et avant, je ne m'occupais que de l'image. Mais Rue de Sèvres, c'est rattaché à l'École des loisirs? Oui, tout à fait. C'est la partie bande dessinée de l'École des loisirs. Et on n'en parlera pas ce soir, mais tu es aussi autrice d'une 40aine de livres, sauf erreur de ma part, à peu près. C'est ça, ouais. À la louche. En jeunesse, ouais. Oui, des albums qui sont pour la plupart, en tout cas ceux que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, on est là pour parler surtout de ton rôle d'éditrice. Alors, j'ai une question pour commencer qui est hyper simple. Est-ce que vous vous connaissez les uns les autres et quels sont vos liens? Moi, je les connais. Hein. Alors, je suis l'heureuse éditrice de Miss Charity. Et Bernadette, on se connaît presque depuis la naissance, hein, puisque j'ai été une des premières lectrices de Tom Tom et Nana, puisque j'ai été test quand j'avais 7 ans et que les premiers J'aime lire sont sortis. Et ensuite, quand je suis arrivée à Bayard Édition, on a travaillé ensemble sur la réédition de Ma petite école. Donc, on se connaît depuis bien longtemps. Et je te coupe un peu, Charlotte, parce que tu sais, c'est réédité cette histoire. Est-ce que tu sais que c'est réédité? Encore Ma petite école? Parce que déjà, c'était une réédition quand on l'avait faite. Sous un autre nom, d'ailleurs. Ah, mais non, je ne savais pas. Notre petite école. Et c'est réédité par l'organisation des 100 ans de la maternelle. Ah, mais je ne savais pas, tu vois. Et bien, justement, c'est en train de se faire. Parce qu'il va y avoir une grande rencontre le 4 juillet, 4-5 juillet, normalement, pourvu que ça marche, à Épernay, avec cette association. Et voilà, ils ont décidé de rééditer à leur façon Ma petite école, parce qu'il y aura quelque chose rajouté dedans, des dessins. Ah, super! Et la couverture a changé. Alors, on avait refait la couverture déjà. C'est Romain Galissot qui vient de m'envoyer le projet d'une nouvelle couverture. Super. Bizarre, mais... Je suis très contente qu'on s'intéresse à ce que je fais. Celui-là, c'est vraiment un intemporel. Oui, écoute, quand même, Charlotte, après qu'on est un peu... Je voulais déjà, depuis un certain temps, qu'on réédite cette histoire, même que Bayard la réédite. Bon, comme il m'avait dit, ouais, on ne l'édite plus parce que ça ne marche pas et que ce n'est pas vendu. Donc, je suis allée voir l'École des loisirs et on m'a dit que c'était plus de notre époque. Ah, comme quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte? J'en pense rien, c'est mon employeur, je ne vais rien dire de désagréable.
Moi, j'arrête pas de dire des bêtises sur tout le monde. Et comme je ne veux pas me fâcher avec toi non plus, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Eh bien, quand ça sera bien mis ça va être édité pour 2000 exemplaires, hein, par exemple, il paraît. Bon, il faudra que je t'en envoie. Ah oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Attends, vous vous donnerez l'adresse en message privé. Online. Oui, avec plaisir. Hein. Oui. Allez, on fait ça. Je t'enverrai ça, Bernadette. Alors, Moudlik. Alors, moi, du coup, je voulais aussi parler de Rue de Sèvres un petit peu pour faire le lien, parce que voilà, j'aurais très bien pu inviter un autre éditeur à cette table ronde. J'avais envie que ce soit Rue de Sèvres parce que, notamment, en rapport des liens qu'on a tissés avec le Festival Sevrier BD, alors, il y a de plusieurs manières. On a en commun une date de naissance, 2013, puisque c'est la première édition du salon. Et cette année-là, notre invité d'honneur était Zep. Qui était notre parrain, qui est notre parrain. Voilà, donc on a un parrain en commun. Et donc en 2013, vous avez inauguré le catalogue Rue de Sèvres avec son album Une histoire d'homme. Ouais. Voilà. On ne pouvait pas rêver meilleur parrain. C'est ça. Avec lequel il a, je pense, surpris beaucoup de monde. Parce que c'est vrai que Zep est quand même beaucoup assimilé au papa de Titeuf. Et là, dans cette BD pour adultes, je pense qu'il a mis beaucoup de choses qui ont surpris le public. Donc ça, c'est le premier lien qu'on a. Et le second lien qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui des concours scolaires qui sont organisés déjà depuis 3 ans. Donc, le concours Rue de Sèvres, alors là, vous voyez les images d'une partie des œuvres rendues cette année, puisque les rendus se sont faits sur 2 lieux. Voilà. Donc, cette année, les élèves ont travaillé. Donc, c'est des primaires, hein, essentiellement des CE2 et un centre aéré. Donc, la BD qui a été étudiée en classe, c'est la BD tirée du roman Journal d'un chat assassin d'Anne Fine, illustrée dans la version bande dessinée par Véronique Dess. Mais adaptée même, hein. Elle a fait l'adaptation. Oui, complètement adaptée même. Qui est un vrai travail de création, je ne saurais le crier haut et fort, n'est-ce pas Loïc? Et donc là, vous voyez certains rendus. Donc, c'est un concours, moi, qui me tient à cœur parce que c'est chouette de faire rentrer la BD dans les écoles et surtout de faire rentrer des BD qui nous plaisent particulièrement. Donc, le premier concours s'est fait avec Fabrice Parme et la série Astrid Bromure. Le second concours s'est fait avec Petit Vampire sous la houlette de Brigitte Findakli qui était présente au salon. Et donc, la coloriste. Voilà, qui est la coloriste. Et voilà, moi je trouve ça très chouette. J'aime bien ce concours. Les rendus sont toujours très surprenants, parfois même hilarants, parce que là, je ne sais pas si. Alors, on ne le distingue pas, mais il faut vous imaginer par exemple que le personnage que vous voyez transformé en ange, là, dans le cadre bleu, c'est un mélange c'est une mosaïque dans laquelle vous avez de la coquille d'œuf. Du riz, alors moi je dis du papier toilette, mais c'est un peu provoque, hein. Je pense que c'est pas du papier toilette, mais c'est une espèce de papier blanc. Mais ça irait bien avec le personnage, ça irait bien avec l'univers en tout cas. Complètement. Et il y a des choses vraiment très originales et très chouettes. Et ça, c'est un lien qu'on a avec Rue de Sèvres que j'entends bien maintenir parce que je trouve que ça met de la bonne humeur dans le salon. On essaye de faire un petit goûter le dimanche avec la remise des prix. Donc cette année, il y a pas de remise des prix officielle, mais on met tout en œuvre pour faire venir comme Véronique Dess cette année. Et vous pouvez voir depuis hier ou avant-hier la totalité des œuvres à la médiathèque Quai des Arts de Rumilly, où sont regroupés donc les rendus que vous avez sous les yeux et puis ceux des écoles de Rumilly qui sont encore plus fous que ceux-là. Je ne peux pas vous les décrire, mais c'est complètement extraordinaire. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai réunis pour discuter de la bande dessinée jeunesse et principalement la manière dont l'enfance est représentée dans vos livres, parce que c'est une manière très différente, en tout cas entre Bernadette et Loïc, de présenter l'enfance. Et d'abord, à quoi ça ressemble la BD jeunesse de nos jours? Alors je me suis dit que ce qui serait très parlant, ce serait de vous projeter un tableau avec les meilleures ventes de bande dessinée jeunesse du mois de mars 2021, donc tout frais. Voilà, donc je vous ai réunis les 15
meilleures ventes. Euh, C'est un peu Alors- squatté hein, quand même. Ok. Alors, nous avons un score de 11 sur 15 pour Mortel Adèle, donc publié chez Tourbillon, et réussissent quand même à se glisser dans ce classement de Les Enfants de la Résistance, donc une série qui fonctionne extrêmement bien depuis sa parution. On a quoi? On a un grimoire d'Elfie, et puis, quand même, il y a les légendaires, évidemment. Donc voilà, évidemment, c'est un instantané, c'est le mois de mars. Ça donne quand même une très bonne idée de ce qu'on vit en ce moment en librairie. Et voilà. Et moi, ça m'inspire une question, c'est que je me dis, est-ce que la BD jeunesse, désormais, c'est une BD dans laquelle on a que des enfants qui font des bêtises, que des enfants mal polis? Alors évidemment, c'est très, très caricaturé. Il y a plein de choses différentes. Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Et pour en discuter, le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le lectorat. Alors, je sais qu'en ce moment, vous rencontrez plus beaucoup vos lecteurs, hein, puisque ni vous ni moi n'allons plus à des salons du livre ou je ne vous faites pas non plus beaucoup de dédicaces ces derniers temps. Mais le lectorat jeunesse, alors le lectorat jeunesse, il a la capacité, alors c'est un lectorat déjà qui est facile à capter. Il y a beaucoup d'enfants qui lisent, c'est un secteur très porteur, tant de jeunesse que la BD pour enfants, mais c'est la cata à partir de 15 ans, puisqu'on projette des chiffres là. Alors, les chiffres qui sont projetés sont tirés d'un bouquin qui vient de sortir, qui est dirigé par Thierry Grunstein et qui s'appelle Le bouquin de la bande dessinée publié chez Robert Laffont. Je n'ai pas sorti ces chiffres d'un chapeau, mais je les ai trouvés éloquents. C'est pour ça que je voulais. Parce que donc, ce qu'il faut dire, c'est que on perd 40% de lecteurs autour de l'âge de 14 ans. On t'entend un peu mal. Ça, je ne sais pas vous, mais ça coupe pas mal. On entend? Si, j'entends. T'entends Oui. bien? Oui. Alors, c'est chez moi que ça doit un peu dysfonctionner. Bah, vous me dites. Moi, pour moi, il y a tout qui fonctionne bien. Tout, quoi. Moi, ça pose une problématique, hein, c'est qu'on se dit que ces ados-là, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de 15 ans pour qu'ils restent lecteurs, pour qu'ils continuent de venir en librairie? C'est quelque chose qu'on abordera un petit peu plus loin dans la rencontre. Alors, vos lectorats, alors vous, Bernadette, enfin toi, Bernadette, on a décidé de se tutoyer. Oui. Avec Tom et Nana, il est clair que les lecteurs débutants, ça m'a tout l'air d'être ta cible préférée. Et d'ailleurs, j'ai même lu un jour dans le magazine une phrase de toi que j'ai trouvée extraordinaire et que Marjorie va nous projeter. Oui. Voilà, j'ai trouvé cette phrase assez éloquente et du coup, j'avais envie qu'on en discute et que tu nous dises pourquoi, toi, ton truc, c'est d'écrire pour les petits et est-ce qu'à un moment, tu as été titillé par l'envie d'écrire pour des ados ou même des adultes ou est-ce que c'est catégorique? Bernadette Després n'écrit que pour les jeunes lecteurs. Ouais. Bon. Maintenant, je dessine plutôt pour les vieilles. Comme ce livre-là, ce n'est que des vieilles dames qui sont là-dessus. Et vous voulez que je vous montre comment je me suis dessinée, moi? Non. Eh ben, allez. Non, voilà une vieille. Elle est jolie, celle-là. Vous voyez, là? Une vieille rousse avec des chaussures vertes. Je ne sais pas pourquoi. À un moment, je me suis lancée dans le fait de dessiner des vieilles dames. Et celles-là qui sont très vilaines. Oui, mais alors, est-ce que tu dessines des vieilles dames pour des enfants ou est-ce que tu dessines des vieilles dames pour des vieilles dames? Parce que là, on parle des lecteurs. Normalement, une de mes petites filles, quand c'est paru ce livre comme ça, avec cette taille-là, on voit. Elle était très contente parce que c'est en direction des enfants par rapport aux lettres de l'alphabet. Mais j'avais l'habitude de dessiner déjà un peu des vieilles dames dans d'autres trucs que j'avais fait. Alors, je me fais un plaisir de les dessiner un peu moches. Voilà. Et j'ai une belle-sœur qui m'a dit « Ouais, c'est pas possible, hein, ce livre. Parce que les vieilles dames ne sont pas comme ça. »
Ah bon. Très bien. Bah, tu dessines bien les vieilles dames comme tu as envie. Hein. Oui, justement, je sais pas quoi. Redis ta question parce que. Bah, je dis que ça avait l'air évident que toi, ce qui te plaît, c'est de dessiner pour les petits. Oui, parce que les adultes m'intimident. Bah alors, dans ce cas-là, j'ai envie de me moquer d'eux un peu. Et c'est là-dessus que j'ai été complètement d'accord avec Jacqueline et Evelyne, qui ridiculisent de temps en temps un peu les parents. Alors, oui, ils ne sont pas épargnés. Comment ? Ils ne sont pas épargnés, les parents. Hein. Non, justement. Et c'est ça qui m'a super réjouie, quoi. Il y a une petite attaque contre, quand même, envers les parents dont on se moque, on a envie de s'en moquer parce que je vous dis, moi, c'est pas qui peut-être les adultes m'intimidaient, mais en même temps, en même temps, je les respectais, bien sûr, mais j'avais pas de contact vraiment très agréable avec eux, quoi. Non, je veux dire ça comme ça, un peu. Hein. J'ai même lu que. Parce qu'ils m'intimidaient. Oui. J'étais une petite fille très timide, donc j'avais toujours l'impression que je faisais pas du tout ce qu'il fallait, quoi. Je me retenais beaucoup. Et je laissais la place à mes frères et sœurs qui étaient beaucoup plus présents. Voilà. Il paraît qu'en dédicace, il y a un enfant qui t'a dit que tu te vengeais des adultes dans tes histoires. Bah, oui, on m'a dit ça une fois. Je trouve qu'en effet, c'est très bien. C'est très, très bien. Ah, tu vois, on ne peut pas mentir aux enfants. Et je m'en moque avec tendresse. Hein. Voilà. Oui, bah, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Loïc, maintenant, je vais te demander, toi, comment cette question de l'âge du lecteur, tu la gères? Parce que je me demandais quand tu as une question, une idée d'histoire qui déboule dans ta tête, est-ce que spontanément, tu te dis « Ah, ça, c'est pour les 8-12 ans. Est-ce que ça va faire une super histoire pour les ados ?» Et puis, est-ce que ça t'arrive de dévier complètement en route? Tu attaques un projet pour un certain lectorat et puis d'un coup, tu t'aperçois que ça va pas et puis tu bifurques en chemin. Bah, en fait, moi, le souci, c'est que je pense pas à tout ça du tout. Moi, j'écris des choses et j'ai été libraire BD, j'ai longtemps été bibliothécaire, je le suis encore un peu. Et c'est des métiers où on met beaucoup dans les cases, donc je suis habitué à ça. Du coup, quand j'ai commencé à écrire de façon professionnelle, je suis pas tombé des nues. Je me suis attendu à ce qu'on me dise tiens, dans quelle case ça rentre? Parce que tout le monde met dans des cases tout le temps. Mais si tu me demandes en termes de création si j'ai ça en tête, pas du tout. Absolument pas. Moi, quand je suis en train d'écrire une histoire, je l'écris pour moi, ma femme, celui qui voudra bien le lire, la lectrice qui voudra bien me faire l'amitié de jeter un œil dessus. Mais systématiquement, ça finit dans une case adulte ou jeunesse, quasiment malgré moi, quoi. Et d'ailleurs, ça se ressent dans notre lectorat parce que quand on fait des BD dits adultes, comme Les Jours Sucrés, on a des enfants en dédicace. Et à chaque fois, ça nous amuse beaucoup. Notre première BD qui s'appelait Les Jours de pluie, Chat et Salomé, on avait essentiellement des enfants qui venaient en dédicace alors que c'était une BD classée adulte, dans la collection de Pénélope Bagieux, tu vois. Et quand on fait des BD jeunesse, on a énormément d'adultes qui viennent en dédicace. Et du coup, je trouve que c'est assez symptomatique de notre boulot. Moi, j'aime beaucoup la notion de tout public, et c'est ce que je t'avais dit une fois. Ouais. Les bandes dessinées que je préfère, ce sont celles qui sont tout public. Moi, mes BD préférées, celles qui sont quoi? Tout public. C'est-à-dire que mes bandes dessinées préférées, c'est Calvin et Hobbes, c'est Snoopy, c'est Bonne, c'est des tas de choses comme ça qui sont évidemment des chefs-d'œuvre pour tout le monde, mais au-delà du chef-d'œuvre, qui sont des bandes dessinées qui sont à la fois lues par les enfants et à la fois lues par les adultes. Et c'est ma culture à moi, c'est vraiment ce que je lis. Voilà. Donc du coup, j'entends bien que d'un point de vue marketing et commercial, on doit mettre des labels, mais je trouve ça compliqué. Et j'ai un bon exemple. Par exemple, tu parlais de la collection des contes des cœurs perdus que j'ai le bonheur de faire chez Delcourt. Si on regarde bien attentivement l'ensemble des livres qui sont publiés, il y en a un qui n'est pas labellisé Delcourt Jeunesse, qui est Le voleur de souhaits. Il faudra m'expliquer pourquoi celui-là n'est pas Delcourt Jeunesse alors que les autres sont Delcourt Jeunesse et qui sont tous dans la même collection. Et qu'en plus, le héros est un enfant. Et que le héros est un enfant, mais qu'il n'est pas considéré comme un Delcourt jeunesse. Voilà, c'est étonnant. En tout cas, moi, j'ai pas ça en tête pour répondre à ta question. Dans le temps de création, j'ai pas ça du tout en tête. Et ça va peut-être faire la transition avec Charlotte, mais en plus, je vois bien pour Miss Charity, ça perturbe beaucoup les gens. Parce que pour Miss Charity, on a des gens qui nous affirment c'est vraiment du tout public, hein.
Ah oui, voilà, c'est ça. Mais alors, tu vois, tu as des gens qui nous affirment que c'est de la BD adulte, et tu as des gens qui nous affirment avec le même aplomb, c'est de la BD jeunesse. Et moi, je suis mort de rire au milieu. Selon le lecteur face auquel tu te trouves, j'imagine. Exactement, voilà. Bah oui, bien sûr. Eh bien, du coup, Charlotte, moi, ce qui m'intéresse par rapport à ton travail d'éditrice, c'est la manière dont tu essayes de garder captif ce lectorat fuyant d'ados autour des, comme on l'a vu, c'est 14-15 ans, 40% de lecteurs en moins d'un coup. J'imagine qu'il n'y a aucune recette miracle pour maintenir ces ados lecteurs. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup ? Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ? On publie un auteur, qui a quelque chose à raconter. Et alors, je pense que par essence même, le lectorat adolescent n'est pas captif, puisque de fait, il ne veut surtout pas être captif. Bien malin, celui qui pense qu'il parle comme un adolescent, il sera ridiculisé aussi sec, puisque le langage qu'utilisent les adolescents entre eux est clairement fait pour qu'on ne s'en empare pas, nous, les adultes. Et justement, et alors en plus, les adolescents lisent autant de la bande dessinée adulte que la bande dessinée jeunesse. En fait, la bande dessinée a ce relief-là, qu'il a un spectre extrêmement large. Je pense que Miss Charity, notamment, certes, dans le premier volume, elle est enfant, mais on va la voir évoluer tout au long de sa vie. Et en fait, je pense que les auteurs ne cherchent pas à. Alors d'abord, les auteurs ne cherchent pas à capter. Nous, on s'appelle Rue de Sèvres toujours. On s'appelle pas Rue de Sèvres jeunesse ou Rue de Sèvres adulte ou Rue de Sèvres. Alors après, on est obligé de créer des catégories parce que on nous pose la question. Les libraires, les médiateurs du livre, les prescripteurs, les bibliothécaires, parce que eux, ils ont besoin de pouvoir ranger et de pouvoir répondre à leurs lecteurs. Mais effectivement, nous, on se dit, c'est plutôt jeunesse, mais on se trompe parfois et on se trompe même souvent. Et notamment sur cet été-là, qui a été un des premiers titres où nous, on se disait, bon, ce serait un roman graphique. Chez les Américains, il était vraiment clairement pour adultes parce que y a un langage qui peut être considéré comme grossier. Et en fait, on s'est rendu compte que non, c'est vraiment du tout public. Et sur un certain nombre de titres qu'on publie, et moi, en fait, je pense que l'auteur, il cherche pas à capter. Et c'est vrai que nous, notre postulat de départ, c'est un auteur au cœur du projet qu'on va accompagner. Après, quand on décide clairement de s'adresser aux enfants, ça ne veut pas dire qu'on cherche à les capter. Fabrice Parme, quand il fait Astrid Bromure, il parle à l'enfant qu'il était. Et je crois que, en fait, l'auteur parle à l'enfant qu'il était avec une sincérité et un recul qui fait que ça rend son message universel et que ensuite les enfants s'en emparent peut-être les premiers, mais enfin, moi je vois bien, j'ai des grandes adolescentes et elles ont un attachement pour des bandes dessinées jeunesse type Astrid Bromure parce qu'il n'y a jamais un seul message, il n'y a jamais un seul. Et ce qui fait que le livre tient dans la durée, ou comme Tom Tom et Nana, c'est que moi j'ai toujours plaisir à lire les Tom Tom et Nana parce que ça m'amuse par rapport à l'enfant que j'étais, mais pas que. Ça m'amuse aussi par rapport à l'adulte que je suis devenue, à la mère que j'ai été d'enfant de cet âge-là, et puis de plus grand. Et en fait, c'est pas un public qu'on cherche à conquérir, parce que alors, je pense qu'on a tout faux quand on se dit qu'on va conquérir un public, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu as parlé de cet été-là qui, pour moi, était vraiment un coup de cœur incroyable. Et j'avais été très surprise. Alors là, j'improvise. Hein, j'étais pas du tout partie pour dire ça, mais je viens de me souvenir que cet été-là a été censuré par certaines bibliothèques américaines. Oui. Alors que pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre et de la littérature, en tout cas pour ados, s'il faut la qualifier comme ça. Moi, c'est un livre que je conseille, qu'on conseille tous à la librairie d'ailleurs très fréquemment, parce que pour nous, dedans, il y a toute la sève de l'adolescence, ses complications, les moments. Mais tu vois, même au-delà de ça, nous, on nous a dit. C'est quoi ce livre ? C'est quoi Je te l'enverrai, Bernadette. Je vais te l'envoyer. Voilà. Sûr. Et alors, en fait, ce qui est fou, c'est que, tu vois, nous, d'abord, on l'a adoré tout de suite. Et vraiment, ça a parlé à tout le monde et c'est devenu vraiment un pilier de notre catalogue. C'était vraiment déterminant pour la suite de nos publications. Et on nous disait c'est un roman graphique pour les filles. Or, on s'est très vite rendu compte que énormément d'hommes la lisaient
et que ça leur parlait et que ça les touchait. On a eu énormément de témoignages d'hommes qui nous disaient, d'hommes adultes, hein, qui nous disaient, oh là là, ce regard sur l'adolescence, c'est merveilleux. Et donc, en fait, je pense que voilà, c'est une erreur de se dire, on va le faire rentrer dans une case. Ah ben voilà, Eh ben un homme de voilà, goût. on parlait des hommes qui lisent cet été-là. Eh ben on en a un Ben juste voilà. sous les yeux. Mais bien sûr. Ah Oui, oui. évidemment. Oh là. Une BD vraiment formidable. Moi, il va falloir que je rectifie mon existence. Hein. Oui, J'ai beaucoup de petits-enfants qui commencent à être des vrais adultes. Hein. Non, des vrais, il faudra leur faire lire du coup. des vrais adolescents. Hein. Et après, quant au lectorat adolescent, Bon, je sais pas je trouve pas que ce soit, en fait, je trouve pas que ce soit si inquiétant que ça. Moi, je pense qu'à l'adolescence, on a quand même 12 000 trucs, à faire. centres d'intérêt qui sont ailleurs. Et quand on a été lecteur enfant, il me semble qu'on reste lecteur. Alors après, on a le droit à une petite parenthèse à un moment, parce qu'on a pas mal de trucs à expérimenter et sortir des livres pour aller expérimenter la vie, je trouve que c'est plutôt un bon signe et ça n'empêche pas de revenir à la lecture après. Ensuite, les adolescents, ils disent qu'ils aiment, je sais qu'ils disent que ils aiment pas aller en librairie parce qu'ils ont peur qu'on leur saute dessus pour leur demander ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir le choix et en fait, on se rend compte que finalement, ils lisent beaucoup plus que ce qu'ils ne disent et qu'ils se passent les trucs, mais entre eux, en fait, ils veulent juste qu'on leur foute taper, je crois. Et pouvoir aller au rayon adulte, pouvoir aller au rayon. Et quand il y a marqué pour ados, je pense que c'est pour les parents qui veulent acheter pour leurs ados, mais c'est pas pour les ados eux-mêmes, parce qu'eux, ils savent très bien ce qu'ils ont envie d'aller lire. C'est les parents qui ont envie de lire les choses pour ados, hein. Peut-être ça va leur faire du bien. Non, quand ils ont besoin de choisir pour leurs enfants ou pour leurs petits-enfants et qu'ils sont un peu perdus, ils ont besoin d'avoir des repères. Oui, mais ces repères-là, ils sont pas à destination des adolescents, je pense pas, moi. Mais... Moi, je sais pas. Ouais. Bon, puisqu'on parle des ados, on va pouvoir enchaîner sur les bêtises. Donc, on revient. Dans la on va parler de l'enfance comme terre privilégiée des bêtises. Et Des petites bêtises. Des petites. Les bêtises des ados et des futurs des adultes, c'est bien pire que ça. Hein. Oui, évidemment. Donc justement, on cache tout à ses parents hein, dans ce cas-là. Bernadette, du coup, quand j'étais jeune. Quoi Bernadette, vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi, avec Jacques Cohen, vous n'aimiez pas utiliser le mot bêtise. Oui, je sais pas. Comme Nana, si c'est pas des bêtises. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça veut dire qu'ils font bêtises, ça veut dire des choses qui sortent un peu des normes, quoi. Et en fait, peut-être qu'elles préfèrent qu'on dise qu'ils font des farces, qu'ils sont coquins, quoi, plutôt que. Voilà, c'est des polissons. Je sais pas pourquoi elles disent ça. Moi, je sais pas. Loïc, ils sont bien sages, les enfants, dans tes histoires. Qu'est-ce qui normalement fait rigoler les enfants? C'est des trucs qui dépassent un peu les normes, quoi. C'est sûr. La transgression, ouais. Oui, une transgression, oui. Voilà. C'est ça. Mais du côté de Loïc, ça transgresse. En tout cas, t'aimes pas les sales gosses. Dans tes histoires, les enfants, ils sont jamais présentés comme méchants. Même si on a quand même Arthur qui fait une petite crise d'ado dans le tome 2 du Temps des Mitaines, mais toi, t'es pas le papa des sales gosses. Toi, les enfants que tu aimes accompagner dans tes histoires, ils sont comment? Mais en réalité, je pense que j'ai tort. Vu les chiffres de vente que tu as présentés, il faut lui mettre les sales gosses. Je pense que je te remercie pour cette conférence. Je vais changer totalement de carrière à partir de demain. Moi, je récuse l'idée que pour plaire aux enfants, il faille mettre des bêtises, du mauvais caractère Et non, en fait, je récuse même autre chose, c'est que je récuse l'idée que ce soit ça qui soit transgressif. Parce qu'actuellement, apparemment, pour sortir des sentiers battus, il faut faire du sale caractère, du teigneux, Et je pense que l'enfant, il a ça en lui, évidemment, hein, bien sûr. D'ailleurs, j'en ai dans mes histoires
quand je parle de harcèlement scolaire, il y a des sales gosses qui sont derrière le harcèlement. Quand je parle du temps des mitaines, il y a des sales gosses qui emmerdent les héros, pour être clair. Donc il y en a tout le temps dans mes histoires, mais je les mets pas en lumière, en fait. Pour moi, c'est pas... Je suis pas moraliste pour autant. Non, c'est pas mes héros, parce qu'en fait, ils m'intéressent pas, pour une raison qui est très simple et qui rejoint ce que Charlotte disait tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit pour l'enfant que j'étais, et quand j'étais petit, j'étais emmerdé par les sales gosses, donc ils m'intéressent pas, les sales gosses. Ah, voilà. Ouais. J'ai pas vocation à leur donner un porte-voix, parce que je trouve que c'est eux qui ont déjà la majorité du temps. Ils sont vraiment emmerdants, les sales gosses. Hein. Ouais, et puis ils prennent beaucoup de place. Ils prennent beaucoup de place. Moi, à l'école, mon fils, il se fait embêter. Tu vois, depuis la 2e année de maternelle, il se fait embêter. Et c'est toujours par des sales gosses. Oui. Et donc, j'ai pas du tout... Je peux raconter un truc. Ouais. Je peux raconter un truc de mon fils qui a le même âge, 40 ans, là. Et quand il était petit, je l'amenais à la maternelle. Tout à coup, je vois une petite fille qui se précipite sur lui et qui lui fout une baffe. Ah bon? Après, c'est comme s'il n'y avait rien eu. C'était vraiment un petit garçon très gentil, mon fils. Hein. Il se reçoit des baffes des filles et puis il ne dit rien. Le pauvre. C'était l'amour vache. Mais ça, c'était mon fils. Mais aujourd'hui, c'est ma fille qui a 50 ans, n'est-ce pas? Et qui est institutrice de maternelle, pas de maternelle, de CE1, CE2. Elle a eu dans sa classe un gamin affreux, insupportable. Le pauvre vieux, il n'est pas fait pour aller à l'école parce qu'il faut qu'il aille se faire soigner véritablement quelque part. Et les parents ont accusé ma fille d'être une très mauvaise maîtresse. Hein. Ah ben ça. Heureusement, l'enfant a quitté l'école, c'était la classe de ma fille. Et du coup, tous les autres, là, ça y est, ça va mieux. Ils ne sont pas poussés par cet enfant insupportable à faire des conneries affreuses dans l'école et à faire que l'école est plus vivable. Quoi. Eh bien, Charlotte, si on parlait de la pire peste du catalogue de Rue de Sèvres, j'ai nommé Astrid Bromure. C'est pas du tout une peste, alors je ne suis pas d'accord. Alors, c'est pas une peste. Dis-moi comment tu la qualifierais. Elle est facétieuse. Moi, je trouve qu'elle est courageuse. Elle est quand même très seule au milieu dans un univers peuplé d'adultes qui n'ont pas énormément de considération pour elle. Donc, elle tente, elle, de se créer son univers. Il a tous les livres. On a Loïc en régie. Moi, je trouve que c'est une petite fille, elle est très cérébrale, intelligente et drôle, et en fait, elle essaye juste d'exister parce qu'on lui accorde pas énormément d'attention, donc elle se crée un univers, elle a une imagination. Je trouve pas du tout que ce soit une peste. Vraiment, on va dire qu'elle les fait tourner en bourrique. Elle fait tourner en bourrique quand même, un petit peu. Ouais, enfin, je sais pas. Elle expérimente, mais elle n'a pas forcément quand elle se retrouve avec d'autres enfants, elle a pas les codes parce qu'elle est très seule. Oui. Ses parents la trouvent plus dérangeante qu'autre chose, donc elle est quand même assez livrée à elle-même. Donc elle a ses animaux avec qui elle rigole. Mais moi je trouve que c'est une petite fille normale, quoi. Enfin, c'est une petite fille qui a de l'humour, qui a de la répartie. Ouais, oui, mais parce qu'il faut bien qu'elle se crée son monde, vu qu'elle est quand même très solitaire et très esseulée. C'est vrai. Elle doit se battre pour aller au collège, c'est sa victoire. Mais quand oui, elle se c'est retrouve ça. Et donc, mais c'est assez drôle parce que du coup, elle se retrouve dans une classe et elle n'a pas du tout les codes. Donc, effectivement, les bêtises qu'elle fait à ce moment-là, c'est plutôt par maladresse et parce qu'elle cherche un peu sa place et à se couler dans le moule. Et forcément, elle tombe toujours à côté. Mais c'est pas volontaire, en fait. Elle a juste envie de communiquer avec les autres, mais elle n'a pas les codes. Elle invente ses langages. Là-dedans. Elle est adorable. Moi, je l'aime beaucoup. Astrid Bromure est un peu comme Fifi Brin d'Acier. Oui. Il y a un peu de Fifi Brin d'Acier. C'est ça. Ouais. Un peu d'Héloïse, un peu de Fifi Brin d'Acier. Mais aussi, oui. Mais c'est elle est gentille, en fait. Elle est quand même gentille et attentionnée. Elle fait attention aux autres quand même. Hein. C'est bien votre émission. C'est super bien votre émission. Alors Loïc, lui, il a tout dans sa bibliothèque. Hein. Bravo déjà. Mais oui, comme ça, on a une personne. Astrid Bromure, j'ai dû le. Tu veux aussi? Je t'en envoie aussi. Hein.
J'ai dû le voir quand même. J'ai dû le voir. Mais moi, dernièrement, c'est Fifi Brin d'Acier qui m'est un peu plus tombée dessus, que je ne connaissais pas vraiment. Et en effet, c'est une petite fille qui sort des normes complètement. Hein. Complètement. Ouais. Mais elle est sympathique. Hein, Ah, voilà, Fifi Brin d'Acier. Ah bah voilà, il a tout ce qu'il faut. Elle est super, Fifi Brin d'Acier. Encore, c'est la version Miyazaki, ça. Oui. Trop Ah beau. bah ça, c'est collector, ça. Hein. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est très beau. En plus, très beau. Bah, dis donc, il a tout. Hein. Ah mais il a tout, pourtant on l'avait pas prévenu hein, pour Fifi Brin d'Acier. Loïc, quand on voit tout ce que font les autres comme ça, on a encore envie de faire des choses. Ah mais c'est Bah, génial. C'est ça qui stimule, c'est ça qui pousse à continuer de créer. En fait, moi, je garde le goût de création parce que je garde le goût de la création parce que les autres me donnent envie de continuer. Je lis les autres beaucoup, énormément. Moi aussi. Enfin, bon. Alors, on va parler de l'enfance comme terrain d'apprentissage parce que l'enfance, ça permet aussi de faire plein de découvertes, des bonnes comme des mauvaises. Là, Loïc, je vais te donner la parole en premier parce que tes héros, ils incarnent parfaitement le monde actuel, ses problématiques. Tu parlais tout à l'heure de Dracula, qui est une BD que tu as faite sur le harcèlement. Et moi, je trouve ça absolument formidable que tu sois allé chercher ce personnage-là, qui est habituellement le méchant de l'histoire. Et je trouve ça génial que tu aies renversé la vapeur comme ça. Et du coup, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce bouquin. Oui, bien sûr. En fait, pour être honnête, c'est né d'une envie de collaboration avant tout. Attends, on n'entend pas ce qu'il dit. C'est vrai? Vous m'entendez pas? J'entends pas. Moi, je t'entends, mais pas très fort. On t'entend pas fort, ouais, on t'entend pas très fort. Bon, ça va être compliqué parce que je parle déjà très fort là. Je suis collé à ma tablette. D'ailleurs, on voit plus que ta bouche. Parce que je me rapproche pour que vous m'entendiez. Mais... Non, mais pas de souci. Il vaut mieux qu'on t'entende. Bon, d'accord. Colle-toi à la tablette, c'est pas grave. Ok. Je disais que... Pardon? Faut nous parler. J'essaie. Vas-y, lance-toi. Le livre en question est né d'une envie de collaboration, comme souvent, c'est-à-dire que ça fait longtemps que j'avais envie de travailler avec Clément Lefebvre. Et on se tournait autour sans parvenir à trouver un projet commun. Et c'est né d'une espèce de forme d'écriture automatique, c'est-à-dire que je lui ai écrit les premières pages du livre, les premières lignes du livre, sans savoir ce qu'il y aurait derrière. Et je me suis retrouvé bien embêté quand il m'a dit « Ah, mais c'est super ce début d'histoire ». Le début de l'histoire, de mémoire, ça disait quelque chose comme « Avant d'être le vampire mondialement célèbre que nous connaissons tous, Dracula était un enfant presque comme les autres ». Et j'étais un peu embêté parce que je ne savais pas ce qu'il y avait après ça et il avait très envie de faire ce livre. Du coup, je me suis retrouvé à me demander qu'est-ce que c'est ce personnage pour moi, ce personnage du vampire. Et je pense que comme beaucoup de monde, c'est l'horreur absolue, c'est-à-dire c'est le mal ultime, Dracula, en tout cas dans ma représentation à moi. Et je me suis demandé ce qui avait pu pousser cette personne pour devenir aussi mauvaise. Un peu comme dans Kirikou, on découvre que Caraba la sorcière, elle est mauvaise parce qu'elle a une épine dans le dos. Je me suis dit, Dracula, il doit avoir quelque chose. Et tiens, si, c'était parce que quand il était plus jeune, il s'était retrouvé harcelé à l'école. Voilà, c'est parti comme d'une idée comme ça. Et puis en fait, en réalité, après, il a suffi que je me nourrisse de souvenirs et d'expériences autour de moi pour aborder ce thème. Donc, sous couvert du fantastique, ça m'a permis de parler de quelque chose de très actuel, en effet. Oui. Moi, j'aime beaucoup cet album et à tout point de vue. L'illustration est superbe et puis c'est vraiment hyper intelligent et je pense que c'est un livre qu'il faut que toutes les écoles, les collèges aient pour discuter de ce sujet-là. Et non, c'est vraiment très très beau bouquin. Bernadette, oui, pardon. Dis-moi. Vas-y, finis, Loïc. Ce qui est important sur ce livre, en fait, c'est que ça a beau être dans la collection des Contes des Cœurs Perdus, il y a beau y avoir évidemment du fantastique puisque le personnage est surnaturel, rien de ce qui est traité, c'est-à-dire le propos, le harcèlement, n'est réglé par un tour de magie. On est vraiment sur des propos et des solutions qui sont quelque chose de réaliste. Voilà, c'est important pour moi. Il n'y a pas la baguette magique qui permet de résoudre les problèmes du quotidien, quoi. Oui. Alors, toi, Bernadette, à l'inverse de Loïc,
faire du social ou des messages politiques, c'est pas du tout ton propos dans tes livres. Je crois pas. Donc toi, Moi, c'est la musique. j'ai travaillé plus avec Dominique de Saint-Marc à Astrapi. Et là, évidemment, on abordait toutes sortes de sujets pour aider les enfants à se sortir de leurs propres complications, par exemple. Alors, Tandis que on peut quand on préciser. est nana, on ne cherche pas du tout à sortir de. Ils s'amusent, on rigole, quoi. Voilà, Donc, c'est ça. Dominique de Saint-Marc, pour préciser, c'est la scénariste de la série Max et Lily, pour ceux Oui, qui ne elle la a connaissent pas. abordé tous les Oui, sujets, tous les problèmes. Hein. tout à fait. Moi, Je pense moi qu'elle a. j'ai travaillé avec Dominique de Saint-Marc un peu dans Astrapi, mais Jacqueline et Evelyne n'étaient pas du tout centrées sur le fait de parler des problèmes des enfants. Enfin, y a pas de chez eux, il n'y a pas de problème. Ils se marrent, quoi, c'est tout. Ils rigolent. Bah, c'est bien comme ça. Charlotte, j'ai choisi 4 livres à ton catalogue qui me paraissent bien illustrer tout ce qui est l'adolescence, l'apprentissage, tout ce que la vie peut nous envoyer en pleine tronche. Et puis, alors on a déjà parlé de cet été-là tout à l'heure. Tous les héros s'appellent Phénix. C'est une BD un peu coup de poing dans laquelle on aborde le sujet de la maltraitance familiale. Oui, et puis le sujet du prédateur, du pervers narcissique et du prédateur qui va choisir sa proie et peu à peu le piège va se refermer autour des proies, mais il les choisit pas au hasard. Et c'est un très beau roman au départ de Nastasia Rogani dont Jérémy Royer s'est emparé et l'a adapté avec beaucoup de talent parce que il y avait cette possibilité de tomber dans quelque chose d'un petit peu démonstratif ou d'un petit peu comment dire tape à l'œil, et c'est l'écueil dans lequel il est jamais tombé. C'est d'une finesse et d'une alors à l'image du roman de Nastasia, mais c'est jamais spectaculaire, c'est une angoisse au quotidien, c'est pas une super production avec le prédateur c'est justement, en fait, je pense que la force de ce récit tient au fait que c'est vraiment un récit quotidien. Et c'est aussi ce qui le rend terrifiant, c'est qu'en fait, il est effectivement très réaliste en ça. Ça paraît pas exceptionnel quand on lit l'histoire. Et ces deux petites filles qui se retrouvent face à ce prédateur qui est le prof de maths de l'une des deux et qui vient d'abord séduire la mère, un peu comme dans La Nuit du chasseur finalement. Il y a vraiment ce même postulat et le roman a été magnifique et Jérémy en a livré une interprétation assez lumineuse, je le trouve, et très fine, très fine. Oui. Alors j'ai mis aussi dans l'image que Marjorie a projetée avec les 4 titres, Sœur 10, qui est un titre un peu différent de ce qu'on voit habituellement à votre catalogue, puisque là on est vraiment dans la légende. Oui, tout à fait. Et j'étais surprise de voir arriver ce livre au catalogue. Donc voilà, si tu veux bien nous en parler, parce que je trouve que c'est un livre très beau et surprenant au milieu des autres. C'était surprenant parce que oui, alors encore que c'est c'est un univers de contes, mais ça traite aussi de la sororité, de la famille, c'est juste que c'est transposé dans un univers de contes et puis c'est surtout assez drôle parce que c'est 2 Américains qui se sont emparés de la légende 10 qui sont venus Joe et Ryu. Elle est même venue en Bretagne pour faire ses croquis et ses recherches. Et ouais. Et elle est francophone, canadienne francophone. Et elle s'est vraiment nourrie de tout cet univers celte. Mais c'est marrant parce que je trouve pas que finalement ce soit si éloigné dans le cœur du propos des autres livres que tu as présentés, puisque ce sont en fait, ça parle d'humain. Ceux-là sont en proie à des magies, mais finalement. Il s'appelle comment ce roman? Pas bien. Sœur 10. Quoi? C'est une bande dessinée. Sœur 10. Ah oui, d'accord. Ouais. Et Charlotte? Oui. Vous m'entendez? Oui, Charlotte? Oui.
Tant qu'on est sur les livres de rue de Sèvres, comment tu définirais le catalogue de rue de Sèvres quand tu le présentes parce que finalement, il m'apparaît assez hétérogène. Comment tu le qualifies? Comment tu le présentes? En fait, la volonté initiale de Rue de Sèvres, c'était de ne se priver d'aucun genre, d'aucun thème, et d'avoir l'auteur au cœur du projet, quoi qu'il arrive. Un scénario en béton, puisqu'on est parti du postulat que sans bonne histoire, il y avait pas de bon album. Et vraiment, on a toujours eu à cœur. On a d'ailleurs organisé des rencontres entre scénaristes au départ. En fait, le scénario est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, quoi, et la construction narrative est primordiale. Et c'est vraiment accompagner un auteur dans son projet et dans ce qu'il a envie de raconter. Et c'est vrai que notre catalogue est volontairement restreint, mais on fait de la jeunesse, du tout public, de l'adulte. Et on ne se prive d'aucun registre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas créé de collection, parce qu'on voulait pas avoir à les abreuver, les collections, à les nourrir, puisque les collections au départ ça part toujours d'une très bonne idée, et ensuite quand on est à court de titres, on fait rentrer des choses un peu au chausse-pied, et ça devient très contraignant. Et donc ils sont pas estampillés, ils sont pas ni en âge. En revanche, on a des formats qui reviennent, des fabrications qui reviennent, des liens de parenté. Et peu à peu, le catalogue se tisse comme ça autour d'envie d'auteur. Okay. Moi, ce que je trouve... Et moi, je trouve qu'il est assez cohérent, mais après... Oui. Ah oui, non, c'est bien sûr. Moi, c'était quelque chose qu'on nous reprochait pas mal au départ, hein, en fait. Enfin, en tout cas, les gens étaient déroutés en disant, on ne sait pas très bien où vous allez. Et alors maintenant, au bout de 8 ans, on nous dit, ah bah voilà, on comprend mieux. Et c'est marrant, c'est une conversation qu'on a eue ce matin avec un scénariste qui nous disait, ouais, vraiment, on sent que les choses se sont opposées, et votre catalogue, il est identifiable. On peut reconnaître un livre de votre catalogue. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est de reconnaître alors qu'il n'y a pas un modèle Rue de Sèvres. C'est-à-dire que les livres ne font pas tel format, telle pagination. Et moi, c'est ce que j'apprécie. Et tu remarqueras qu'il y a quand même assez peu de formats finalement. Volontairement, il y a assez peu de formats, mais dans un même format, il y en a qui sont cartonnés, il y en a qui sont brochés. Voilà. Donc, dans un format similaire, ça fait pas. Dans la mesure où les paginations sont pas non plus déterminées, on se dit pas, on va faire un 21, 29/7 avec 144 pages et il y aura que des titres qui auront cette pagination-là. On se contraint pas comme ça. En fait, on s'est dit, on va éviter la majorité des contraintes et créer peu à peu un univers riche et fourni, mais où il y aura des liens de parenté. Dans les papiers qu'on choisit, on essaye de pas non plus en proposer 150, mais d'avoir une palette suffisamment large pour que chaque trait puisse, et chaque mise en couleur et chaque image puisse trouver ce qui va le mieux la servir. Mais voilà, on travaille là-dessus sur l'objet qui finalement donne une identité. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on a l'impression que chaque livre est vraiment unique. C'est pas pour rentrer, comme tu disais, dans une collection. Et je trouve que ça donne vraiment un cachet, que chaque bouquin, il ait sa propre forme. On se dit pas, tiens, c'est dans la même collection donc ça doit ressembler C'est une famille, mais c'est pas une collection. Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, on va parler des représentations physiques de l'enfance dans vos bandes dessinées. Et Loïc, j'aimerais savoir pourquoi, avec Anne, vous avez fait le choix de l'anthropomorphisme dans Le Temps des Mitaines. Pourquoi cette bande de gosses c'est des ours, des souris, des renards. Quel est le point de départ de cette aventure animalière ? Déjà, il y a une envie graphique, c'est-à-dire que Anne, elle prend du plaisir à dessiner des animaux et elle est stylisée, donc ça, c'est vraiment son ADN, j'ai envie de dire, elle est épanouie là-dedans. D'ailleurs, petit aparté, ça lui a beaucoup plu de prendre le contre-pied pour Miss Charity, d'avoir une version plus naturaliste des animaux, pour le coup. Elle s'est amusée à aller au contraire de ce qu'elle fait d'habitude. Mais il y a aussi une envie, donc pourquoi de l'anthropomorphisme, il y a une envie de simplicité, même pour moi en fait, parce que c'est beaucoup plus simple en un regard de voir que les personnages sont différents quand tu fais un ours à côté d'un escargot, quoi. C'est-à-dire, si tu fais des humains, toute la palette de nos différences,
elle est subtile parce qu'il faut vraiment avoir le bon coup de crayon pour être capable de montrer que tu as un profil caucasien à côté d'un profil indien, à côté de... Alors que les animaux, c'est-à-dire deux coups de crayon, tu arrives à comprendre que la luciole, elle ressemble pas du tout à la cigogne, quoi. Et donc, c'est une manière de montrer la diversité. C'est très pratique pour montrer les caractères. De toute façon, c'est pas autre chose que ce que faisait La Fontaine, finalement. Donc, voilà, nous, on est à l'aise là-dedans pour les envies d'âne, mais également pour des soucis de lisibilité, de simplicité, quoi. Et puis comme le temps des mitaines, concrètement, ça parle du passage de l'enfance à l'adolescence, et ça met des personnages très différents les uns des autres à côté. J'aimais bien que dès l'idée de la couverture, on voit que les personnages soient très différents, et ça, et les animaux, c'est pratique pour ça. Eh ben, d'un coup, on t'entend très fort. Ah, zut. Ah non, non, on t'entend. Ah oui? Travail. Ah bah c'est marrant. Quel énorme travail de dessin, hein. C'est de l'orfèvrerie. C'est magnifique, hein. C'est très bien. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire quelque chose, moi, parce que je l'ai lu, le premier, hein. Je peux dire quelque chose? Bien sûr, vas-y. Allô, vous m'entendez? Vas-y, on t'attend, on t'écoute. C'est que c'est bon, je suis revenue. quand j'ai voulu me plonger dans le temps des mitaines, je me disais, alors j'ai bien noté tel personnage que j'ai vu, tel personnage qu'on a vu. Oh, mais alors, on se perd là, je ne sais plus, moi j'y comprends rien. Hein. Je ne sais plus qui c'est ni quoi. Ah, j'ai vu qu'il y avait tout qui était répertorié après à la fin du livre. Ah bon? Ouf. Bon. Tu sais pourquoi on les a mis à la fin, les personnages? Quel travail! Énorme, un énorme travail. Il faudra la féliciter aussi pour les aquarelles, hein, c'est magnifique. Hein. Et alors, moi, j'ai adoré Chaussettes, hein. Ça, c'est autre chose. Je me suis procuré Chaussettes. Hein. Mais alors, Bernadette, parle-nous de Chaussettes. Ah oui, c'est magnifique. Alors ça, j'adore complètement. Alors là, il y a un côté tendre. On a bien besoin de tendresse, hein, vraiment. Et là, il y a tout ça. Et avec ce petit garçon qui suit cette chaussette partout, puis que tout se termine. On voit tous les détails. C'est formidable. C'est très, très bien. C'est très joli. C'est super bien dessiné et super bien aquarellé en plus. Et tu verrais les originaux. C'est léger, j'adore. Quoi? Tu verrais les originaux. C'est absolument magnifique. Les originaux d'Anne, c'est quand même un et puis cette régal. grand-mère est touchante, complètement touchante. Là, ça vous remet dans un équilibre de la vie, quoi. C'est ça qui est bien. Enfin, je ne sais pas si je dis pas n'importe quoi. Ah non, moi, je pense que Loïc est au bord des larmes. Oui. Et pourquoi les pages de garde, il y a plein d'os partout? C'est ce que mange la grand-mère. Bon, d'accord. Bon, très bien. Bon, ben, comme ça, au moins, ça me sert à quelque chose. Je vais pouvoir raconter ça, je vais pouvoir le montrer à mes ados d'enfants. Voilà. Il faut s'occuper des vieilles grand-mères, hein? Compris? Exactement. Eh bien, Bernadette, si on parle. Quoi? On va parler. Je dis qu'on va parler de tes personnages de Tom Tom et Nana, et tu vas nous expliquer pourquoi ils n'ont pas d'habits dans leur penderie et qu'ils sont toujours vêtus pareil. Ah ben ça, c'est parce que je suis marquée par Tintin, moi. Il était toujours habillé pareil. Alors pour que les enfants puissent d'une page à l'autre voir qui c'est, quel enfant est là, il faut qu'il soit habillé un peu toujours pareil. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Évidemment, moi j'ai eu un fils qui n'aimait pas beaucoup changer de vêtements. Hein. Je lui ai dit, écoute, tu vas aller voir tes cousins, ton pantalon était vraiment tout seul. Hein. Mais je m'en fiche, moi. Bon, il n'y a aucune importance. Oui. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Attends. Pourquoi ils sont toujours habillés pareil? C'est pour qu'on les reconnaisse. Ah oui, et alors là, je veux dire aussi que dans les décors, pour que les enfants s'y retrouvent vraiment dans les histoires, il faut que le moindre petit bout de truc, on l'a déjà vu et on reconnaît, on sait où on est. Voilà, c'est très important. Même si
Donc, il n'y a pas que les personnages qui sont importants pour être connus en étant habillés un peu toujours pareil. D'ailleurs, ils ne sont pas toujours habillés pareil, hein, parce qu'il y a quand même des époques dans l'année où ça change, hein, puisqu'on faisait ça sur toute l'année. Hein. Ouais. Bon, ben, ça vient, le fait des vêtements toujours un peu pareils, ça vient pour moi de Tintin, hein, d'histoires comme ça que j'ai lues étant jeune. Ouais, et que j'ai adoré, où les enfants étaient les personnages étaient souvent habillés pareil. Ben, tu vois, je ne m'attendais pas à cette réponse du tout. Ah bon? Bah non, je ne pensais pas que Hergé allait débouler dans la conversation. Là, je ne l'avais pas invité. Et là, quand même. Et Bécassine aussi, elle ne changeait pas tellement d'habits. Hein. Ah bah non, alors elle, encore moins. Et ben alors, comme ça, on sait où on en est. Hein. C'est bah comme voilà. les enfants, hein. On veut qu'ils apprennent à lire, alors il faut qu'ils s'y retrouvent facilement. Hein. Et, oui. Oui. Bon. On va passer à la partie qui parle de l'intime. Loïc, tu as l'habitude de mettre beaucoup de toi dans tes albums. On a d'ailleurs trouvé une petite citation trop mignonne. J'ai dit ça, moi. Oui. Oui. On dit n'importe quoi, je veux dire. Tu récuses? Non. Non. Ça me ressemble un peu. Et du coup, j'avais envie qu'on discute des chroniques de l'île perdue, qui est peut-être l'album le plus intime que tu aies écrit, avec certainement Jeannot. Et voilà, parce que les chroniques de l'île perdue, ça raconte la maltraitance entre frères. Et Jeannot, ça raconte l'histoire d'un drame vécu par ton grand-père. Et donc, la question qu'il y a derrière tout ça, c'est est-ce que c'est possible pour toi d'écrire une histoire complètement fictive ou est-ce que tu es toujours quelque part dans l'histoire ou d'une manière ou d'une autre? Bah, moi, je sais que j'arrêterai d'écrire un jour parce que c'est ce que je dis depuis le début. À un moment, j'aurais fait le tour de ce que j'ai raconté, puisque je vais toujours puiser dans mon intime. Donc, à un moment, fatalement, dans l'équilibre des choses, je vais arrêter de vivre suffisamment de trucs qui vont me nourrir des nouveaux livres. Enfin, j'aurais fini d'exploiter la matière que j'ai exploitée, c'est-à-dire l'intime. Et du coup, je pense qu'il faut arrêter dans ces cas-là. Je suis pas le genre de scénariste. Ça serait génère l'intime, Loïc. Ouais. Oui, c'est vrai, ça serait génère, mais je pense que ça serait génère moins vite. Ça serait génère moins vite que ma production. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je produis beaucoup en ce moment. Et je suis en train de me rendre compte que quand j'aurai plus rien à dire, clairement, il faudra que j'arrête. Je suis pas du tout le genre de personne qui peut continuer à faire des livres s'il a plus rien à dire. Voilà, j'ai des collègues qui le font très bien pas de problème. Je leur laisse la place. Mais du coup, pour les livres dont tu viens de parler, ce qui est assez amusant quelque part, c'est que c'est probablement ceux qui ont le moins marché. Le Chronique de l'île perdue, je pense que c'est celui qui est le moins vendu, clairement. Alors que c'est le plus personnel. Donc je sais pas, peut-être que plus je me livre et moins c'est habile. Je sais pas ce qui pêche avec ces livres-là. Moi, je les aime beaucoup, hein, personnellement. Je les revendique et je les assume. Mais je sais pas. Après, c'est des livres qui sont plus difficiles à lire, je le vois bien. Les Chroniques de l'île perdue, il laisse personne indifférent. Il est très violent, ce livre. Donc la violence de... Pardon ? Pourquoi il est difficile à lire ? C'est très violent, c'est très violent. Ça parle de Avec maltraitance entre frères, donc oui. Ça parle de maltraitance entre frères, et je me suis rendu compte que cette maltraitance qui est racontée, elle maltraite le lecteur aussi. J'ai beaucoup de lecteurs qui l'ont terminé en étant éprouvés par la lecture. C'est pas un livre qui... Loïc, oui. Loïc. On a l'impression que tu nous dis que beaucoup de choses pour toi sont basées sur le fait qu'il y a eu des enfants qui t'ont embêté, que tu supportais pas ça et que du coup ça t'inspire beaucoup pour raconter des histoires. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Bah, moi, c'est le terreau de mon écriture. Hein. Ça vient de là, ça vient de l'enfance. Hein. Bien sûr. Ah ben d'accord. Ah ouais. Hey, moi, c'est mon petit frère qui m'embêtait. Hein. Bah, moi, c'était le grand. Moi, c'est ma sœur aussi qui me cassait les pieds. Ah là là. Bah, moi, c'est comme ça qu'on apprend à vivre hein, aussi, non ? Et est-ce que dans ces problèmes que tu as eus avec ton grand frère ou je sais pas quoi, dans le sens contraire, vous vous êtes réconciliés maintenant ? Est-ce que vous êtes réconciliés ? Quoi ? Pas vraiment, non. Ah, j'ai pas entendu. Quoi ? Pas vraiment, non. Pas vraiment ? Pas trop. Ah ouais. Non. Moi, avec ma sœur Casse-Pied, je me suis réconciliée.
Mais avec mon frère aussi, qui était casse-pied, qui nous envoyait des cubes à travers la chambre et tout, qui faisait bien d'autres choses d'ailleurs, mal élevé, mal élevé justement. Mais dans ce cas-là, nous, on était des enfants. Alors, s'il voulait retirer ma culotte, eh ben, on se dit, c'est pas des choses à faire, mais on n'est pas choqué complètement. C'est parce qu'ils font des conneries, quoi. Bon, il faisait des conneries. Mais maintenant, c'est devenu le frère le plus gentil de la Terre. Comme quoi, ça peut changer, non? Bon courage, Oui, Loïc. dans mon cas de figure, on parle de vraie violence. Hein. Dans mon cas de figure, je t'engage à lire les chroniques de l'île perdue, tu comprendras. Mais on parle de Oui, vraie violence, on parle pas d'être à qui embêté. conseille? À moi? Oui, On avec parle de très plaisir. grosse violence. Avec plaisir, vraiment. De maltraitance, oui. Oui, de maltraitance, oui. Chronique de l'île perdue. Ah oui, chronique. Oh, Bernadette a une liste à lire. C'est Long comme le bras. long comme le bras. Oui, Justement, tiens, une mais transition. je vois bien un de mes fils qui s'appelle Étienne, qui était doux, gentil, adorable. Pour moi, je chouchoutais. Non, enfin, je le trouvais doux et gentil et plein d'humour. Mais en effet, à l'école, eh ben, personne ne le comprenait, quoi. Il ne comprenait pas son humour, il ne comprenait pas sa gentillesse, sa légèreté. Et là, c'est en effet qu'il y a une cruauté des enfants qui sont, je sais pas, ils essaient pas de comprendre les autres ou quoi. C'est bizarre. Eh ben, Mais c'est quand même une cruauté qu'on retrouve aussi dans le monde adulte. Hein. Oui, Enfin, oui. Mais il faut lire. Les adultes cruels ont été des enfants. Oui. Moi, je viens de lire. Je peux raconter aussi. Ça n'a rien à voir avec ce que vous. Alors, rapidement, par contre. Hein. Très très rapide. Parce que je viens de lire un livre de Claire Mazard, et qui est sur son enfance. Et justement, elle explique parfaitement qu'il y a eu des problèmes dans son enfance. Et elle raconte tout ça, et j'adore. Et moi, je trouve que des livres comme ça, c'est fait pour soulager d'abord la personne qui l'écrit, parce qu'elle se confie, elle dit tout, quoi. Et pour elle, ça lui fait beaucoup de bien. Et puis, en même temps, moi, en lisant ce livre, il y a aussi plein de choses que j'ai comprises, même de moi aussi. Parce que j'ai entendu un artiste dire « Ouais, j'ai envie qu'on m'aime. » Bien sûr, moi aussi, j'ai envie qu'on m'aime. Hein. Moi, j'ai envie qu'on m'aime. Et puis, c'est pas toujours le cas, vraiment. On a l'impression que les gens, ils ne vous comprennent pas. Bon, tant pis. Peut-être qu'on dit trop de bêtises, parce qu'on les énerve aussi. C'est peut-être qu'on les aime pas, les autres, hein, quelquefois. Bon, allez, ça y est, les bêtises. Charlotte, comme on est dans le sujet de l'intime, et puis je trouve qu'on vient de parler de frères et sœurs, je pense qu'il y a vraiment une série qui est emblématique du catalogue Rue de Sèvres, qui est probablement parmi les plus émouvants livres que j'ai lus de toute ma vie. Alors là, je regroupe livres, enfants, ados, adultes, tout mélangé. C'est la série des 4 sœurs, qui est illustrée en BD par Cathy Bor, et tirée des romans de Malika Ferdjouk. Moi, très honnêtement, ça m'a laissé KO. Alors, le livre m'avait laissé KO. La BD m'a remise KO par-dessus. C'est une BD dans laquelle on atteint des sommets de grâce, alors que, au final, c'est peuplé de fantômes, de parents morts, de vieilles baraques toutes déglinguées. Il y a plein de trucs bizarroïdes et en même temps, c'est la vie telle qu'elle est, avec des sœurs qui s'adorent, qui se détestent, qui se battent pour avoir la salle de bain. Pour moi, cette série, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, mais j'ai envie de dire au fer rouge. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots à propos des 4 sœurs? Qui sont 5. Qui sont 5, évidemment. Elles sont 5 sœurs, mais elles ont toutes 4 sœurs. C'est pour ça que ça se fait. Voilà. Elles ont toutes 4 sœurs, mais elles sont 5. C'est une série chorale où chaque volume met en avant un peu plus une d'entre elles, mais elles sont toutes présentes dans chaque volume. Et je pense que c'est peuplé de fantômes et c'est peuplé de maisons qui craquent, mais comme la vie. Moi, j'adore cette façon de traiter la mort des parents, puisqu'en fait, c'est pas un sujet tabou.
c'est-à-dire que la mort, comme tout le monde le sait, fait partie de la vie. Et en fait, leur fantôme, elle les apprivoise, mais en même temps, sans non plus elle les convoque. Et je pense en fait, c'est finalement une série très réaliste. Hein. Enid a son ami, le génie de la chasse d'eau, son ami intime. Elles ont des histoires d'amour. Pour moi, c'est du Nina Campanaise. Je ne sais pas si les plus âgés d'entre nous verront à quoi je fais référence. C'est des histoires de vie complètement incarnées, avec des personnages qui sont extrêmement bien décrits par Malika, d'une part dans ses romans, et ensuite réinterprétés par Cathy dans ses adaptations. Moi, j'adore cette série aussi, et j'adore aussi cette série parce que là, pour le coup, c'est véritablement une série tout public. On a des lectrices de 8 ans, quand on les voit venir sur les salons, et ça va jusqu'à 50, 60. C'est vraiment du tout public parce que je pense que ça parle à tout le monde. Et c'est quand on réussit cette alchimie et cette magie-là, c'est merveilleux et ça rend une œuvre totalement intemporelle. Oui, c'est une série qu'on aime beaucoup aussi, hein, forcément, mais les romans sont magnifiques et voilà, ça crée un univers. Et en plus, le dessin de Cathy est intemporel. Elles sont modernes. On peut pas les inscrire. Alors, elles ont des téléphones portables et des choses comme ça mais on peut pas les inscrire ou les figer dans une époque, quoi. C'est aussi, voilà, c'est ce qui fait aussi la magie de ces récits. Ce qui est intéressant, est-ce que je peux dire aussi, ce qui est intéressant aussi dans ces histoires des 4 sœurs, c'est que du coup, on est avec 5 sœurs, on est affronté à des vies de famille où il y a plusieurs, où ils sont plusieurs. Et aujourd'hui, les parents, ils font un enfant, 2 enfants à la rigueur. Bon, alors, ils font du mieux qu'ils font comme ils peuvent. Hein. Oui, d'accord, on peut faire comme ils peuvent, mais bien sûr, parce qu'il faut avoir le temps aussi d'élever des enfants, bien sûr. Mais en fait, là, elles s'élèvent toutes seules. En l'occurrence, elles s'élèvent toutes seules parce qu'elles n'ont plus leurs parents. Oui, c'est ça, voilà. Alors ça, elles sont confrontées vraiment carrément avec leur caractère. Et puis, c'est bien décrit. Hein. Ils ont toutes des caractères différents qui sont c'est très sympathique, hein, vraiment. C'est génial. Alors, je pense que aujourd'hui, ces enfants qui n'ont pas de frères et sœurs, il y a un manque là, quelque part. Bon. En tout cas, c'est vraiment une série pour moi qui est un immense coup de cœur. Là, franchement, je ne peux que vous encourager à tous vous jeter sur les 4 sœurs dans le roman, enfin, que ce soit le roman, que ce soit la BD, à tous les cas, ça fonctionne, c'est bouleversant. Et ça fait partie de ces ouvrages qui vous marquent vraiment pour toute une vie. Et j'ai souvenir d'une discussion avec Cathy qui m'avait dit comme elle avait trouvé extrêmement dur de se séparer de ses personnages quand elle a terminé son tome 4 et que ça avait été pour elle un déchirement de les laisser et de poursuivre sa vie d'illustratrice sans elle. Ben, moi aussi, hein, j'ai été orpheline comme les sœurs. J'étais triste qu'on arrive au 4e. C'était... Mais en même temps, on les relit avec tellement de plaisir et à chaque fois, on découvre... ce sont des ouvrages qui restent, quoi, vraiment. Hein. Ouais, ça, c'est une réussite. Vraiment très, très chouette. Super. Voilà, très beau. Ouais, j'avais vraiment envie qu'on parle de ce titre. Loïc, bien tu sûr, peux bien sûr dire quelque chose. C'est marrant parce que je pense que on a fait Miss Charity, la bande dessinée. Enfin, le projet de bande dessinée est né de ce que tu viens de décrire pour Cathy. Mais moi, en tant que lecteur, c'est-à-dire quand j'ai fini le roman de Miss Charity, j'étais trop triste de quitter le personnage. Ça m'a bouleversé de le quitter. Je voulais pas la quitter. Et on a éprouvé ça tous les deux, Anne et moi. Et on s'est trimballé ça longtemps. Donc on a relu le roman, mais c'était pas suffisant parce que quand on a fini le roman une nouvelle fois, on est à nouveau triste de la quitter. Et le seul truc qu'on a trouvé pour pas la quitter pendant longtemps, c'est de proposer à Rutseb le projet de bande dessinée. Voilà. Et d'ailleurs, moi, si je peux ajouter quelque chose sur Miss Charity, bien sûr. J'ai le privilège et le grand bonheur d'être en charge des adaptations des romans de l'école des loisirs en bande dessinée. Et Miss Charity, c'était pour moi pareil. Hein, je l'avais lu au moment de la sortie et c'était un coup de foudre littéraire, véritablement, pour le roman. Et je revenais sans cesse en me disant mais qui pourrait adapter Miss Charity, et je me disais je ne trouvais pas vraiment, parce que j'étais convaincue qu'il fallait que ce soit des auteurs qui s'en emparent
d'eux-mêmes et que ce soit, je voyais pas à qui le proposer vraiment. Et quand Anne et Loïc m'ont contacté, puisque c'est d'eux que vient la démarche. On avait déjà été en contact, on se connaissait, on se parlait, et quand ils m'ont dit voilà, on rêverait d'adapter Miss Charity, d'un coup je me suis dit mais voilà, en fait voilà c'est ça, le trio, et il est là, il était évident. On a rencontré Marie-Aude ensemble et tout de suite elle leur a confié sa Miss Charity qui est dans le cœur de Marie-Aude aussi une œuvre un roman un peu à part auquel elle est viscéralement attachée et elle l'aurait pas confié à n'importe qui. Ça, j'en suis absolument convaincue. Et il fallait que l'alchimie et que le charme s'opèrent pour qu'elle leur confie. Et au début, je pense que ça a été un peu compliqué parfois, mais là, sur le scénario du deuxième, elle a complètement lâché prise et elle m'a dit, ils sont parfaits pour l'adapter. Je regarderai j'accompagnerai et je regarderai, mais je leur laisse champ libre et je leur laisse vraiment. Elle a une entière confiance, mais sur Quatre Sœurs, c'est ce qui s'est passé aussi. Malika et Cathy ont adapté le premier ensemble et ensuite Malika a dit je suis pas la mieux à même de m'adapter moi-même. Donc je préfère que Cathy, j'aurai un regard. Je l'accompagnerai, mais je lui laisse les clés parce que je pense que finalement c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais Miss Charity, en BD, c'est vraiment un trio qui s'est constitué. Moi là-dessus, je n'ai fait que la rencontre. L'entremetteuse. L'entremetteuse. Parfois, je fais la sage-femme. Là, j'ai que fait mythique. J'ai fait que mythique. Mais c'était un mariage d'amour, c'était pas un mariage arrangé. C'est ça que je veux dire. On va se procurer ce livre aussi. Hein, mais je crois que tu vas recevoir un carton bientôt. Tu vas recevoir un colis. Je vais te faire passer un camion demain. Il y a quelle place, Ah là là. On attaque la dernière partie qui va traiter des représentations parfois inattendues de l'enfance dans vos livres. Loïc, ce que j'aime dans certains de tes albums, c'est que justement, c'est pas forcément des enfants qui sont les héros. Notamment dans Jeannot et Chaussette, tu as fait le choix, comme le fait Nob, par exemple, dans Dad ou dans Mamette, de mettre pour personnage principal, alors j'allais dire un adulte, mais alors là, c'est même carrément une personne âgée, je ne sais pas précisément quels âges ils ont, et ça t'a pas fait peur, t'as foncé. Bah, oui, de la même façon que si tu réfléchis, si on réfléchit, il y a beaucoup de nos héros de l'enfance qui ne sont pas des enfants non plus. Les enfants terribles, c'est pas forcément la règle de toujours. Moi, quand j'étais petit, on parlait de Tintin tout à l'heure, ou Gaston Lagaffe, ou Joanne et Pierre-Louis, c'est pas spécialement des enfants. J'ai grandi avec ça, donc déjà, je n'ai pas de barrière par rapport à ça. Mais en plus, les personnes âgées, je vais reprendre les mots de ma femme, de Anne. Anne dit que je suis gravement atteint parce que j'ai besoin de mettre des personnes âgées dans tous mes livres. Je pense qu'elle a raison. Je crois qu'il n'y a pas un seul livre où il n'y a pas des personnes âgées dedans. Donc, j'ai une passion pour les vieux et je crois qu'ils font des très bons héros pour les enfants parce que quand je fais des rencontres dans les écoles, c'est marrant, mais Chaussette et Jeannot ont leur petit succès, quoi. Vraiment, c'est des personnages qui touchent beaucoup les enfants parce qu'évidemment, ils ont tous des grands-parents, donc finalement, ça marche très bien. Alors, c'est vrai que le processus identificatoire, il est moins évident quand tu as une personne âgée comme personnage principal, mais globalement, il y a toujours un enfant dans le coin. C'est le cas dans Chaussette et dans Jeannot, par exemple. Il y a le petit Merlin et son petit frère. Il y a un troisième album qui va arriver là après Jeannot. Et le petit frère a grandi, c'est plutôt par son prisme à lui que ça sera raconté. Et ça va clôturer cette trilogie des personnes âgées. Mais moi, j'aime beaucoup écrire avec ce genre de personnages. Voilà. Et moi, je pense que les personnes âgées et les enfants ont vraiment énormément de choses en commun. Et le centre de loisirs de la ville dans laquelle j'habite avait, à l'époque où mes filles le fréquentaient, créé un partenariat avec la maison de retraite.
Et Ah donc, oui. les enfants allaient dans la maison de retraite et alors ils organisaient des concours, des goûters, ils dansaient, et ça, c'était merveilleux pour les enfants comme pour les personnes âgées. Et finalement, ils avaient des préoccupations assez communes. Ils avaient envie de goûter, ils avaient envie de jouer, ils avaient envie de rigoler. Je pense qu'il y a un moment où on peut aussi se décharger de certaines responsabilités qu'on n'a pas encore quand on est enfant aussi. Donc, il y a beaucoup de terrain d'entente. Oui, je suis d'accord. C'est chouette. Oui, c'est très chouette ces liens. Donc, Bernadette, tu as noté que tu as Jeannot à lire aussi, hein, puisque Oui, tu as... oui. Je note. puisque J'arrête pas de noter. Ben, je vois ça. En tout cas, eh ben, on arrive quasiment à la fin de la rencontre. On peut faire une conclusion rapide. C'est que la jeunesse, moi, j'ai quand même envie de dire que ça fait du bien. Que même si ça sert à évoquer tous les tracas qu'on peut avoir, ça aide à grandir, ça nous divertit, ça nous prépare aux épreuves. Je pense qu'en France, on peut vraiment se vanter, tiens, et vantons-nous d'avoir toute cette production complètement dingue, ces auteurs qui proposent des choses d'une richesse complètement folle, d'une variété sans fin presque. Et je pense qu'on est vraiment dans un terrain, on a une grande chance. Loïc, je te laisse intervenir. Puis on a des librairies. En Exactement, plus, si je puis me permettre, c'est exactement ce que j'allais dire. Si je puis me permettre, il y a aussi en France un maillon de libraires qui est quand même rare, précieux. Et de bibliothécaires, ouais. Absolument. Ouais. On a cette chance d'avoir cette chaîne du livre aussi complète, qui n'est pas comme ça partout. Ah non. Ah ouais, vraiment. C'est primordial. Et indispensable. Et puis c'est des gens comme toi, Gaëlle, aussi, qui permettent de mettre des focus sur des livres. Merci, la libraire. Mais oui. Merci à vous. Mais oui. Merci beaucoup, merci, vraiment. Merci. Et moi, j'ai envie de dire que quand on te voit, Bernadette, on peut aussi dire que la BD jeunesse, ça maintient en forme, au taquet. Ouais. Si. Je sais qu'on... On ne sait pas comment on est vraiment. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourra devenir aussi. Je ne sais pas si c'est ça qui me soutient, mais c'est peut-être parce que je ne sais pas, j'y peux rien, c'est comme ça, hein, j'y peux rien. Mais ben, en tout cas, nous, on est très contents d'avoir lu. Pour le moment, il y a beaucoup de. Oui, bon, ouais. Moi aussi, j'invente des histoires que je ne cherche pas du tout à mettre chez les éditeurs. Ouais, j'y peux rien, c'est comme ça. Parce que j'ai dû inventer une histoire pour plaire à ma fille avec ses petits élèves. Et c'était une vieille dame qui voulait mourir parce que c'était le jour de Noël. Mais grand-mère, tu ne vas pas mourir le jour de Noël, ça ne va pas. Hein. Alors, la petite fille s'en va dans la rue comme sous la neige, c'est la petite fille aux allumettes. Oui, voilà, comme la petite fille aux allumettes. Parce que c'est ça, ma fille voulait raconter la petite fille aux allumettes. Écoute, non, c'est pas bien. Bon, alors, j'ai inventé cette vieille dame qui voulait mourir. Alors, la petite fille aux allumettes se dit, mais qui va sauver ma grand-mère? Il n'y a qu'une personne qui peut sauver ma grand-mère, c'est le Père Noël. Ah, ben, alors elle rencontre un petit nain qui dit, mais c'est pas difficile, il suffit de l'appeler, le Père Noël. Père Noël, Père Noël, Père Noël. Et le Père Noël, qu'on a dérangé parce qu'il roupillait. Ah bon, alors il tombe et avec sa canne magique. Alors il revient avec sa canne magique et puis il donne un bon coup de sa canne magique sur la grand-mère. Et ça y est, la grand-mère est redevenue vivante. Ça va? J'ai cru que tu allais dire que le Père Noël avait tué la grand-mère. Alors là, on s'attendait à tout. On s'attendait à Ça lui a redonné la vie, parce que c'est la magie qui peut nous redonner la vie. Et puis moi, ça m'a sauvée d'avoir fait ça. J'étais très contente. Hein. Au moins, j'ai fait un truc pour mes petits-enfants. Alors Bernadette, tout à l'heure, au début de la conférence, tu nous as montré sur quoi tu travaillais. Donc, je vais poser maintenant la même question à Loïc, parce que je crois que tu as des quantités de projets en cours pour lesquels tu m'as fait passer des images. Donc, Marjorie va nous en projeter. Et si tu veux dire en quelques mots de quoi il s'agit. Ça, c'est une bande dessinée racontant mon enfance dans les années 80 de jeunes joueurs de jeux vidéo avec Boris Miroir au dessin et dessiné en ce qu'on appelle le pixel art. Ça s'appelle Super Incroyable. Pixel Boy.
Et c'est entièrement fait à la main, ces petites choses. On se croirait dans une vieille console des années 80. C'est dessiné avec merveille par Boris Miroir. C'est chouette. Ça, c'est un nouveau tome des Contes des Cœurs Perdus avec Justine Cunha au dessin, qui sera vraiment dans un univers de dryades, de magie, de mythologie grecque, et qui va parler de différence. Et j'ai hâte de le faire aussi. Ça, c'est le grand œuvre de Anne Montel qui a terminé aujourd'hui. Et je lui tire mon chapeau. C'est un truc de fou, de dingo, de psychopathe, de Anne Montel, en fait. Elle a fait un grand chercher-trouve du professeur Goupil, qui est une autre de nos séries jeunesse, où elle s'est usée, je ne sais pas combien de dixièmes aux yeux et je ne sais pas combien de doigts en faisant ça. Oui, il faut bien préciser que c'est tout à l'aquarelle. Hein. Ah oui. Tout est à l'aquarelle. Et ça s'est terminé vraiment là, tout à l'heure. Il y a 2 heures, elle terminait le livre. Ben, on voit, ça sèche d'ailleurs. Depuis, elle dort. Non, depuis la pauvre, j'entends les enfants qui hurlent en bas. Qui t'attendent. Les enfants. Exactement, elle est en train de fêter le bouclage avec les 2 gamins terribles en bas qui sont durs à gérer sans moi. Là. Et ça, c'est notre grande série collective qui s'appelle Folklore et qui va parler de cette angoisse quand on est adolescent, de ce qu'on fait de sa vie, comment on s'oriente, qu'est-ce qu'on fait plus tard, comment on trouve sa place dans notre société. Et ça parle de ça avec plein de gens de talent, parce que le premier tome est dessiné par Anne. Et ensuite, elle est directrice artistique sur le projet. Et ce sont des invités. Pour chaque tome, c'est un dessinateur, une dessinatrice différente. Et en fait, ce sont tous les gens avec qui on rêvait de travailler depuis longtemps. Donc, c'est un peu du bonheur, quoi. On se fait plaisir. On a fait la liste des gens qu'on admirait. On leur a demandé de travailler avec nous. Ils ont dit oui. Et ça fait 5 albums de BD qui sortiront en 2 ans. Super. Ben, on a vraiment hâte de voir tout ça. Vraiment. Charlotte, est-ce qu'il y a des projets dont tu veux... Ah, alors, attends, c'est quoi ça, Bernadette? Je vais montrer ce livre. Oui. Parce que j'ai reçu ce livre chez moi parce que... Tu peux le reculer un petit peu? Ouais, tu peux le reculer un petit peu? Le reculer. Non, le reculer. Voilà. Je l'avais dessiné et contact familial avec mon petit-neveu qui dit « Ah, mais je la connais !» Et enfin, elle avait dessiné ma tête, voilà. Je connais, c'est ma grand-mère, c'est ma tante, hein, Bernadette. Bon, alors du coup, elle m'a envoyé ce livre et ça s'appelle « Louis, c'est moi ». Et j'adore ces dessins tout simples, plein d'humour en plus. Est-ce que tu... bien l'humour. Est-ce que tu peux citer l'illustratrice? Je suis sûre que tu l'aies dit ou j'ai pas compris. Comment elle s'appelle? Oui. Zoé Figeac. D'accord. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'humour et c'est, je sais pas, chaque dessin est bien vivant, bien représenté. Elle m'a même fait un dessin de Tom Tom et Nana. Oui. Ici, voilà. Moi, c'est comme ça que je m'occupe avec le confinement. Moi, j'ai tout le temps des trucs comme ça. Bon, alors ça va ou ça va pas? Oui. Ça va. C'est bon. Bon, ça, c'est le dessin pour me faire plaisir. Hein. Mais où est-ce qu'il est, mon portrait? Voilà mon portrait. Alors... Ah oui. Très semblant. C'est ça. Alors, super. Ah, mais c'est ma grand-tante. Ah oui, d'accord. Bon, bah, c'est comme ça qu'on fait des nouvelles connaissances. J'ai adoré comment elle dessinait. Voilà. Zoé Figeac. Eh ben, on retient son nom. Comment? On retient son nom. Oui, il faut retenir. Vraiment. On fait en sorte. Charlotte, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles en ce moment et dont tu as envie de parler avant qu'on se sépare? Eh bien, écoute, il y a un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui est le tome 2 de Miss Charity, dont j'ai reçu le scénario magnifique et je suis ravie que Anne ait terminé son chercher-trouve. Elle va se reposer un petit peu et on va repartir sur le tome 2 qui est... Non, je dois dire que le scénario est remarquable et on va tomber dans quelque chose d'un peu plus noir puisqu'elle grandit et effectivement, la condition des femmes à ce moment-là n'est pas toujours très simple et très facile. Astrid, on continue, les spectaculaires, tout ça, toutes les séries qui nous réjouissent. On va accueillir des nouveaux auteurs, donc voilà, encore plein de surprises, on continue à s'amuser. Je sais plus, j'ai marqué,
Je sais plus où j'ai marqué tout ça. En flûte, Eh ben, c'est perdu. la bonne nouvelle pour toi, Bernadette, et pour tous les gens qui n'ont pas pu visionner en live, c'est que cette émission est disponible en replay dès le moment où on va couper ou dès demain matin, je ne sais pas exactement. Vous pourrez tous revisionner cet enregistrement, soit sur la page YouTube de Sevrier BD, soit sur la page Facebook, le salon de la BD du lac d'Annecy, Sevrier BD. Ouais, Et merci écoutez, Gaëlle, vraiment, hein. Merci Gaëlle bah, de nous avoir permis merci, de Gaëlle. nous exprimer sur la BD jeunesse. C'est voilà, c'est très plaisant. Bravo, bravo, j'espère bravo. contente de vous avoir et j'espère encore plus vous rencontrer en vrai parce que Loïc Ah mais quand tu et veux, on vient. Anne-Montel Hein. alors, Charlotte, on a compris, on t'invite. Loïc et Anne, on vous réinvite. Bernadette est déjà venue 2 fois, elle peut revenir, il n'y a pas de souci. Et c'était un Mais ouais, grand, c'est pour grand ça qu'on m'a assez plaisir. vu. On m'a assez vu. Hein. Ah bah non, alors Bernadette, on est bien d'accord que la 2e année où tu es venue, il y avait autant de monde que la première. Non, moi, je suis plus capable. Je fais pas des grandes images comme il fait, là, complètement Loïc. Bravo. Oh. Ouais, alors, c'est Anne qui fait les images. Je vais faire des petites dédicaces. Je me contente de ça. Je recopie un peu ce que je fais, puis j'envoie ça aux gens qui le veulent. Merci. À l'occasion. Il y a ça aussi, si tu ne l'as pas montré. Allez, une dernière chose. Qu'est-ce que Il j'ai faut pas libérer montré Loïc. Il faut qu'il Ah, aille les ici, Doc Anne. Martens. Ma petite fille qui était là, qui me parle des chaussures qu'elle a, qui s'appellent des Doc Martens. Doc Martens. Ah, alors elle m'a envoyé un dessin avec les Doc Martens. Et puis, Gaëlle, elle a dit, mais moi aussi, je peux des Gaëlle. Ah bon? Alors, du coup, j'ai fait un petit dessin pour. Voilà. Voilà, tu l'as bien reçu. Effectivement, Hein? j'ai les mêmes D'accord. chaussures aux pieds et j'ai bien reçu ton dessin. Je te remercie. Voilà, Bernadette, Déjà ça montre tous. aussi, la générosité que tu as envers les gens que tu croises dans ta vie. Et je suis Bon, vraiment, vraiment flattée. Faut bien s'occuper. Ciao. Au revoir. À Merci bientôt Gaëlle. tout le monde. Ciao. Merci à Merci tous. beaucoup. Bonne Ciao. soirée. Donc demain, nouvelle conférence sur le thème du manga à 19h, Eh ben, animée par Vincent Poirier, en compagnie de Grégoire Hello qui qui est même le directeur éditorial des éditions Kurokawa, de Jérôme Alquier, dessinateur de Capitaine Albator et Avenir des Chevaliers du Zodiaque, et Stéphane Duval, directeur des éditions Lézard Noir. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, c'était un plaisir. Et à bientôt, j'espère en vrai. Bonne soirée.